Le village de Saint-Damien-sur-Vère s'accrochait aux collines comme une vieille cicatrice sur la peau d'un mourant. C'était l'année 1873, et l'automne déversait ses brumes grises sur les toits de chaume et d'ardoise, noyant les ruelles pavées dans une humidité perpétuelle qui sentait la terre mouillée et le bois pourri. Les maisons de pierre, serrées les unes contre les autres, comme pour se protéger d'une menace invisible, formaient un labyrinthe étroit où le soleil ne pénétrait jamais vraiment. Même en plein jour, une pénombre tenace habitait les coins, les recoins, les passages voûtés. La France venait à peine de se relever de la guerre contre la Prusse, de la défaite humiliante de Sedan, de l'horreur de la Commune. Les campagnes saignaient encore de leurs jeunes hommes partis mourir loin de chez eux. La misère rongeait les villages comme une lèpre silencieuse. À Saint-Damien, on survivait plus qu'on ne vivait, grattant la terre ingrate, élevant des bêtes maigres, comptant chaque sou avec l'avarice du désespoir. Chaque jeudi, le marché transformait la place centrale. Dès l'aube, les paysans arrivaient avec leurs charrettes grinçantes tirées par des chevaux faméliques, apportant des légumes difformes, de la terre ingrate, des fromages âcres, des volailles maigres aux yeux vitreux. L'air se remplissait des cris des marchands, du claquement des sabots sur la pierre, du murmure constant des commères échangeant potins et suspicions. C'était le cœur battant du village, son unique moment de vie collective dans ce monde autrement figé dans une torpeur médiévale. Au bout de la place, près du vieux puits condamné depuis l'épidémie de choléra de 1848, se tenait l'étale de la mère Gaspard. Personne ne connaissait son prénom. Elle était simplement la mère Gaspard, comme si son identité s'était effacée avec le temps, remplacée par cette appellation qui la réduisait à sa fonction de veuve, de vieille femme, de vendeuse de tourtes. Son étal était modeste, une planche posée sur 2 tréteaux bancals, couverte d'un linge grisâtre qui avait dû être blanc autrefois. Dessus, elle disposait ses tourtes avec un soin méticuleux, presque maternel. Ces tourtes, elles étaient devenues légendaires dans toute la région, dorées à la perfection, la croûte craquante sous la dent, le feuilletage si délicat qu'il fondait sur la langue. La farce était dense, riche, d'une saveur complexe, impossible à identifier précisément. Certains juraient y détecter du porc, d'autres du veau, d'autres encore parlaient d'un mélange subtil d'agneau et de gibier. La mère Gaspard souriait simplement quand on la questionnait, révélant des dents jaunies et inégales. « C'est mon secret », murmurait-elle de sa voix éraillée, une voix qui semblait sortir d'un puits sec. Un secret de famille, transmis par ma grand-mère. Elle était petite, voûtée, ses vêtements noirs perpétuellement couverts d'une fine couche de farine. Ses mains noueuses, déformées par l'arthrite et le travail, se mouvaient avec une agilité surprenante quand elle emballait ses tourtes dans du papier journal, ses feuilles du Petit Journal ou du Figaro, qui arrivait au village avec plusieurs semaines de retard. Son visage était un réseau de rides profondes, creusées par les années et une vie de labeur. Mais ses yeux conservaient une vivacité dérangeante, 2 billes noires qui brillaient d'une intelligence aiguë, scrutant, jaugeant, calculant. Elle vivait seule dans une masure délabrée à la sortie du village, sur le chemin qui menait vers les bois. Une bicoque de pierre au volet, toujours fermée, entourée d'un jardin envahi de mauvaises herbes, où quelques poules faméliques picoraient dans la boue. La cheminée fumait constamment, jour et nuit, crachant une fumée épaisse qui sentait. Et quoi exactement ? Personne ne pouvait le dire avec certitude. La viande qui grille, sans doute, les épices, les herbes. Quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de vaguement écœurant qu'on ne pouvait identifier mais qui s'accrochait à l'arrière de la gorge. Les enfants du village avaient peur d'elle. Ils traversaient la rue quand ils l'apercevaient, se cachaient derrière les jupons de leur mère. Elle le savait, cela l'amusait même. Parfois, elle leur tendait une petite tourte gratuite et les gamins la prenaient avec des mains tremblantes avant de s'enfuir en courant, partagés entre la terreur et la gourmandise. « Elle me fait froid dans le dos », disait souvent Marguerite Dulac, la boulangère, en se signant discrètement. « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette femme. Mon défunt mari disait qu'elle sentait le soufre, mais les adultes achetaient ses tourtes. Chaque jeudi,
il y avait une file devant son étal. Pas par affection, non, par habitude. Par nécessité aussi dans ce village où la pauvreté était la norme et où une tourte à bon prix, seulement 10 centimes, faisait la différence entre un repas décent et le ventre vide. Et puis, il fallait l'admettre, elles étaient délicieuses, extraordinairement délicieuses. Une fois qu'on y avait goûté, les autres viandes semblaient fades, insipides. On se surprenait à en redemander, semaine après semaine, incapable de résister. L'automne 1873 fut particulièrement sombre. Les récoltes avaient été mauvaises, pour la 3e année consécutive. Les pluies n'en finissaient plus, transformant les chemins en bourbiers, pourrissant les dernières moissons dans les champs. Une morosité pesante s'était installée sur Saint-Damien-sur-Vère, comme si le ciel lui-même portait le deuil de quelque chose. On parlait de famine pour l'hiver. Les visages s'allongeaient. Les enfants pleuraient dans la nuit, le ventre vide. C'est dans cette atmosphère oppressante que survint la première disparition. Julien Mercier était un homme dans la quarantaine, roux de poil et de caractère, veuf depuis 3 ans. Il travaillait comme bûcheron dans les forêts environnantes et buvait plus que de raison à l'auberge du Sanglier Noir, dépensant en vin rouge et eau-de-vie l'argent qui aurait dû nourrir ses 2 enfants. Un soir d'octobre, il quitta l'établissement vers minuit, passablement ivre, et prit le chemin de sa ferme isolée. La patronne de l'auberge, la grosse Berthe, le vit titubant sous la pluie battante, jurant contre Dieu et le monde. On ne le revit jamais. Au début, personne ne s'inquiéta vraiment. Julien était connu pour ses cuites mémorables et ses disparitions de plusieurs jours. Peut-être était-il parti travailler dans un village voisin. Peut-être s'était-il engagé dans une rixe et cuvait son vin quelque part. Peut-être avait-il simplement décidé d'abandonner ses enfants, comme tant d'autres hommes le faisaient en ces temps difficiles. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et Julien Mercier demeura introuvable. Sa ferme, visitée par le garde champêtre, était intacte, ses outils à leur place, ses vêtements dans l'armoire, sa hache plantée dans une bûche devant la maison. Comme s'il s'était volatilisé entre l'auberge et chez lui. Tombé dans un fossé et noyé dans la boue, conclut le garde champêtre, un homme bedonnant qui préférait les explications simples aux investigations compliquées. Ou bien parti refaire sa vie ailleurs. Bon débarras, ce poivreau battait ses gamins. Le village accepta cette explication avec un haussement d'épaules collectif. Julien Mercier rejoignit la liste des hommes qui disparaissaient parfois, avalés par la misère, l'alcool ou la simple volonté de fuir une existence insupportable. Ses 2 enfants furent placés chez des fermiers qui avaient besoin de bras pour travailler. Puis vint novembre, et avec lui la disparition d'Agnès Fontaine. Agnès était différente. C'était une jeune femme de 22 ans, institutrice, venue de Lyon pour enseigner aux enfants du village, dans la petite école communale récemment établie par les lois de la République. Elle logeait chez les Bertrand, un couple de fermiers, et était appréciée de tous. Douce, polie, toujours souriante, elle apportait un peu de lumière dans ce village gris. Les femmes aimaient discuter avec elle. Les hommes la regardaient passer avec des yeux rêveurs. Les enfants l'adorait. Le dimanche 12 novembre, jour du Seigneur, après la messe matinale, elle partit faire une promenade dans les bois, comme elle en avait l'habitude. Elle aimait la nature, disait-elle, et ramassait des feuilles et des fleurs qu'elle faisait sécher dans des cahiers pour ses leçons de sciences naturelles. Elle emporta un panier, un châle de laine, et promit d'être de retour pour le dîner de midi. Elle ne rentra jamais. Cette fois, l'inquiétude fut immédiate. Une jeune fille de bonne famille ne disparaissait pas comme ça. On organisa des battues, fouilla les bois pendant 3 jours, dragua l'étang. Rien, aucune trace, comme si la forêt l'avait engloutie. Son châle fut retrouvé 3 jours plus tard, accroché à un buisson près du chemin qui menait vers la masure de la mère Gaspard, mais cela ne menait nulle part. Le tissu était intact, sans trace de violence, simplement déposé là comme par inadvertance. « Les loups !» murmurèrent certains. « Ils reviennent des montagnes. J'ai entendu des hurlements la nuit dernière. » Ou un vagabond, suggérèrent d'autres, un de ces hommes perdus qui errent sur les routes depuis la guerre. Un ancien soldat devenu fou, ils sont nombreux. Mais d'autres commencèrent à échanger des regards, à parler à voix basse, à se souvenir de vieilles histoires.
Des légendes sur ces forêts, sur des créatures qui habitaient les ombres, sur des sorcières qui volaient les âmes, sur des choses pires encore, des choses dont on ne parlait qu'en chuchotant, des choses venues du fond des âges, et la mère Gaspard continuait à vendre ses tourtes. Le jeudi suivant la disparition d'Agnès, son étal débordait de marchandises. Plus de tourtes que jamais, chacune plus dorée, plus appétissante que les précédentes. L'odeur était enivrante, presque narcotique. Les villageois, malgré leur angoisse, malgré leurs soupçons naissants, faisaient la queue. Car la faim était plus forte que la peur, et les tourtes de la mère Gaspard, dans ces temps de disette, représentaient un festin inespéré. Décembre arriva avec son cortège de gelées nocturnes et de matins blancs de givre. Les arbres nus tendaient leurs branches vers le ciel comme des bras suppliants. Dans les chaumières, on se serrait autour des feux maigres, économisant le bois, rationnant la nourriture. L'hiver promettait d'être long et cruel. Déjà, on entendait parler de morts dans les villages voisins, des vieillards qui s'éteignaient dans leur sommeil, gelés dans leur lit, des nouveau-nés qui ne passaient pas leur première nuit, des malades emportés par la pneumonie. Le jeudi 7 décembre, le marché fut plus clairsemé qu'à l'ordinaire. Beaucoup de paysans avaient renoncé à faire le déplacement, les chemins étant trop dangereux, trop boueux, transformés en fondrières glacées. Mais la mère Gaspard était là, comme toujours, son étal chargé de tourtes fumantes, qui répandaient leur arôme capiteux dans l'air glacé. Elle portait une grande cape noire et un bonnet de laine qui cachait presque entièrement son visage ridé. Ce jour-là, le père Thomas, le curé du village, s'arrêta devant son étal. C'était un homme maigre, au visage sévère, qui prêchait la tempérance et la méfiance envers les plaisirs terrestres. Formé au séminaire de Clermont-Ferrand, il représentait la nouvelle génération de prêtres républicains, moins superstitieux que leurs prédécesseurs, mais tout aussi rigides dans leur moralité. Il n'avait jamais acheté les tourtes de la mère Gaspard, considérant qu'elles relevaient d'une forme de gourmandise suspecte. « Mère Gaspard, dit-il de sa voix nasillarde, on me rapporte des choses troublantes. » La vieille femme leva vers lui ses yeux noirs, impénétrables, brillants comme des éclats d'obsidienne dans la lumière grise du matin. « Des choses, mon père? On dit que vous sortez la nuit, qu'on vous voit sur les chemins après minuit avec votre charrette, qu'on entend des bruits étranges venant de chez vous, des bruits de découpage, de scie. » Un sourire tira les lèvres minces de la mère Gaspard, révélant ses dents gâtées, noircies par les années, et le tabac à chiquer qu'elle mâchonnait constamment. « Les gens parlent beaucoup, mon père. Surtout quand ils n'ont rien d'autre à faire que trembler de froid et de faim. Je suis une vieille femme qui travaille dur pour gagner son pain. Si je prépare mes tourtes la nuit, c'est pour qu'elles soient fraîches le matin. Quant au bruit, ce sont mes poules, sans doute, ou les rats. Ou le vent dans les volets. La campagne n'est jamais silencieuse, vous le savez bien. » Le père Thomas plissa les yeux, peu convaincu. Il se pencha plus près, baissant la voix pour que les curieux qui tendaient l'oreille ne puissent l'entendre. « Et vos tourtes, justement. D'où vient cette viande? On ne vous voit jamais acheter de la viande au marché. Vous n'avez pas de bétail. Vos poules sont trop maigres pour nourrir tant de tourtes. Le boucher jure que vous n'êtes jamais venu chez lui. Alors, je vous le demande devant Dieu, d'où vient cette viande? J'ai mes sources, mon père, des fermiers qui me vendent directement, loin des yeux indiscrets, des chasseurs qui me donnent leurs restes, les morceaux qu'ils ne peuvent vendre. Je récupère ce que d'autres jetteraient. Dans les temps qui courent, on ne peut se permettre le gaspillage. »« Vous récupérez » répéta le curé, le mot traînant sur sa langue, comme quelque chose de sale, de souillé. « Nous ne sommes pas tous riches, mon père. Certains d'entre nous doivent se contenter des miettes, mais je transforme ces miettes en quelque chose de beau, de nourrissant. N'est-ce pas là une forme de miracle ?» Le mot « miracle » dans sa bouche sonna comme un blasphème. Le père Thomas recula d'un pas, comme si elle l'avait frappé. « Prenez garde, femme, prenez garde à votre âme. Le Seigneur voit tout. Il connaît vos secrets, même ceux que vous cachez dans l'ombre. S'il voit tout, mon père, alors il voit aussi votre hypocrisie,
Votre femme de ménage, la veuve Lacombe, achète mes tourtes chaque semaine. 3 tourtes qu'elle apporte au presbytère. Vous les mangez, mon père. Oh oui, vous les mangez avec appétit. Alors ne venez pas me parler de péché. Le visage du curé devint cramoisi. C'était vrai. La veuve Lacombe achetait effectivement ces tourtes maudites, et il les mangeait sans poser de questions, trouvant la viande excellente, se demandant parfois d'où venait cette saveur si particulière, mais chassant ses pensées comme des tentations diaboliques. « Que Dieu vous garde, mère Gaspard !» dit-il finalement, la voix tremblante de rage contenue, « et qu'il surveille votre âme immortelle. Il le fait sûrement, mon père. Il le fait sûrement. Mais peut-être surveille-t-il aussi la vôtre. Et celle de tous ces braves villageois qui mangent ma chair. Mes tourtes, je veux dire. » Le lapsus était-il délibéré? Le curé ne sut jamais. Il s'éloigna rapidement, sa soutane noire claquant autour de ses jambes maigres, sentant sur lui le regard de la vieille femme comme une brûlure glacée. Quand il fut parti, plusieurs personnes s'étaient attroupées, tendant l'oreille. Les murmures s'amplifièrent comme le bourdonnement d'un essaim. Marie Duchamp, une couturière bavarde aux joues rouges et au triple menton, n'attendit pas d'être hors de portée pour lancer d'une voix stridente « Je vous l'ai toujours dit, cette femme est contre nature. Ces tourtes, Dieu sait ce qu'il y a dedans. Ma tante, que Dieu ait son âme, disait que la mère Gaspard avait été vue au sabbat, dansant nue sous la lune avec les démons. » Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Mais le soir même, Marie Duchamp acheta néanmoins 2 tourtes pour le dîner du dimanche. Parce que la faim, la terrible faim qui tenaillait les ventres en cet hiver de misère, était plus forte que la superstition. La 3e disparition eut lieu le 18 décembre, une semaine avant la Noël. Cette fois, ce fut Louis Renard, un garçon de ferme de 19 ans, robuste comme un chêne, large d'épaules, qui travaillait pour les Gautier. Il était parti réparer une clôture dans un pré éloigné, du côté de la forêt, et n'était jamais revenu. On retrouva ses outils abandonnés près d'un ruisseau gelé, sa veste soigneusement pliée sur un rocher. Mais aucune trace de lutte, aucune trace de sang, aucune empreinte suspecte dans la boue durcie par le gel. Rien qui suggérât une attaque d'animal ou un accident. Le jeune homme s'était simplement évaporé comme si la terre l'avait avalé. Cette fois, la panique s'empara du village comme une fièvre maligne. 3 disparus en 2 mois, comptait Émile Lacroix, le forgeron, ses gros bras musclés croisés sur sa poitrine massive, couverte d'un tablier de cuir brûlé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. C'est l'œuvre du diable, je vous le dis. On convoqua une réunion à la mairie, dans la grande salle aux murs humides, où les portraits des maires défunts regardaient l'assemblée de leurs yeux peints, figés dans une désapprobation éternelle. Monsieur Pichon, le maire, était un homme bedonnant à la moustache grise, plus habitué à gérer les disputes de voisinage qu'à affronter des mystères criminels. Ancien notaire, il avait acheté sa charge de maire comme on achetait une respectabilité bourgeoise. « Messieurs, mesdames », commença-t-il d'une voix mal assurée, épongeant son front malgré le froid. « Nous sommes confrontés à une situation inhabituelle. 3 de nos concitoyens ont disparu dans des circonstances inexpliquées. »« Inexpliquées » rugit Gautier, le fermier qui employait Louis Renard, un colosse à la barbe noire et aux yeux injectés de sang. « Il n'y a rien d'inexpliqué. Quelqu'un les a enlevés, assassinés peut-être. Mon Louis ne serait jamais parti de lui-même. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le mot « assassiné » résonna contre les murs de pierre, terrible, obscène, presque impensable dans ce village où le dernier meurtre remontait à 1789, pendant la Terreur. « Ne nous emballons pas », tenta de calmer le maire, agitant ses mains grassouillettes comme pour chasser des mouches invisibles. « Nous n'avons aucune preuve de... » « Les preuves !» cracha Gautier en frappant du poing sur la table, faisant sursauter toute l'assemblée. « Vous voulez des preuves ? Mon Louis ne serait jamais parti de lui-même. Il était heureux chez moi, il avait de quoi manger, un toit sur la tête, et il courtisait la fille du meunier. Il allait demander sa main à la Saint-Jean. Quelqu'un l'a pris, je vous dis. Quelqu'un l'a tué. Et Agnès,
intervint Madame Bertrand, la logeuse de l'institutrice disparue, sa voix brisée par les sanglots, son visage bouffi par les larmes. Ma pauvre Agnès, elle était comme une fille pour moi. Elle m'écrivait des lettres à sa mère à Lyon toutes les semaines. Elle parlait de son bonheur ici, de son avenir. Elle ne se serait jamais enfuie. Quelque chose de terrible lui est arrivé, j'en suis sûr. Je le sens dans mes os. Le maire essuya son front moite avec un mouchoir de soie. J'ai écrit au sous-préfet de Villefranche. Ils ont promis d'envoyer un enquêteur. En attendant, je vous conseille à tous la prudence. Ne sortez pas seuls, surtout la nuit. Fermez bien vos portes. Barricadez vos fenêtres. Et la mère Gaspard ? La voix venait du fond de la salle, claire, jeune, accusatrice. C'était Jean Morel, un jeune instituteur envoyé de Toulouse pour remplacer provisoirement Agnès. Un homme de 25 ans aux idées républicaines, aux convictions scientifiques, qui ne croyait ni aux fantômes, ni aux sorcières. Personne ne va parler de la mère Gaspard. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée, un silence si profond qu'on entendait le crépitement des bougies et le vent qui hurlait contre les volets. « Qu'est-ce que vous insinuez, Morel ?» demanda le maire mal à l'aise, tirant sur son col qui semblait soudain trop serré. « Je n'insinue rien, je constate des faits. Les 3 disparus ont tous été vus pour la dernière fois près du chemin qui mène chez elle. Le châle d'Agnès a été retrouvé à quelques centaines de mètres de sa masure. Julien Mercier a dit à la patronne de l'auberge qu'il allait prendre un raccourci par les bois, ce qui passe devant chez la vieille. Et Louis réparait une clôture à moins d'1 kilomètre de sa maison. Les faits sont là. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer les esprits. Et puis il y a ces tourtes. D'où vient cette viande? Elle n'a pas d'animaux ou seulement quelques poules squelettiques. Elle n'achète rien au marché, elle ne va jamais chez le boucher. Pourtant, chaque semaine, elle arrive avec des dizaines de tourtes. Comment est-ce possible? Où trouve-t-elle autant de viande dans un village qui crève de faim? Les murmures enflèrent, se transformant en rumeurs grondantes, un bruit sourd et menaçant comme un orage qui approche. « Vous êtes en train de suggérer que… » commença le maire, horrifié, incapable de terminer sa phrase. « Je ne suggère rien, » répéta Morel, ses yeux brillants d'une intelligence froide. « Je pose des questions que nous devrions tous nous poser, des questions que la raison et la logique nous obligent à poser. » Le forgeron se leva brusquement, faisant crisser sa chaise sur le plancher de bois comme un cri de douleur. « Il a raison, cette vieille sorcière. Je l'ai vue une nuit, il y a 2 semaines, tirant sa charrette sur le chemin. Il devait être 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'une femme de son âge fait dehors à cette heure, hein? On devrait aller voir chez elle, fouiller sa maison, voir ce qu'elle cache dans sa cave maudite. »« Du calme !» s'écria le maire, levant les mains dans un geste de panique. « Nous ne sommes pas des barbares, nous ne pouvons pas faire irruption chez les gens sans raison valable. Nous vivons sous l'empire de la loi, non d'un chien. La mère Gaspard est une citoyenne de Saint-Damien depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Elle a peut-être ses bizarreries, mais cela ne fait pas d'elle une criminelle. Alors faites quelque chose, hurla Gauthier, le visage pourpre de rage. Envoyez le garde champêtre, interrogez-la, fouillez sa maison avec un mandat. Mais faites quelque chose, nom de Dieu, avant qu'on disparaisse tous un par un comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. » Le maire promit d'agir. Il promit d'écrire de nouveau au sous-préfet, d'exiger l'envoi immédiat d'un enquêteur, de demander même l'assistance de la gendarmerie. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il ne ferait rien. Car lui aussi, le dimanche précédent, avait mangé une des tourtes de la mère Gaspard. Sa femme l'avait servi au déjeuner familial. Et il s'en était resservi 3 fois, trouvant la viande extraordinairement savoureuse, d'une tendreté exceptionnelle. Il s'était même léché les doigts devant sa femme scandalisée par ses manières de rustre, et maintenant cette pensée le hantait jour et nuit. Qu'avait-il mangé exactement? La nuit tomba sur Saint-Damien-sur-Vère comme un linceul noir. Le maire Pichon, dans le silence de son bureau, encombré de registres poussiéreux et de cartes jaunies, contemplait la flamme vacillante d'une bougie de suif. La réunion l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre.
Les accusations voilées contre la mère Gaspard, les regards chargés de suspicion et de peur, cette atmosphère de panique rampante qui transformait les villageois en meute prête à lyncher, tout cela lui donnait la nausée, une nausée qui montait de ses entrailles comme une marée noire. Il ne pouvait plus ignorer la situation. Mais comment enquêter sur une vieille femme que tout le village connaissait depuis des décennies? Comment accuser quelqu'un sur la base de quoi, exactement? De rumeurs, de coïncidences, d'une viande au goût étrange. C'était ridicule, grotesque. Et pourtant, une graine de doute avait germé dans son esprit, poussant ses racines vénéneuses dans les recoins les plus sombres de sa conscience. Il repensait aux tourtes, à leur saveur si particulière, à la manière dont on en redemandait toujours, comme possédé par une faim qu'on ne pouvait satisfaire. Il repensait aux disparitions, à leur nature inexplicable, à l'absence totale de traces. Et il repensait à la mère Gaspard, à ses yeux noirs qui semblaient voir au-delà des apparences, à son sourire qui n'atteignait jamais son regard, à ses mains noueuses qui manièrent le couteau avec une dextérité troublante. Il prit une décision. Le lendemain matin, il se rendrait chez elle, discrètement, sous prétexte d'une visite de courtoisie, d'un recensement, de n'importe quoi. Il observerait, il poserait des questions. Et peut-être trouverait-il quelque chose qui justifierait ses accusations ou qui les réfuterait une fois pour toutes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la mère Gaspard attendait cette visite depuis longtemps. Elle savait que tôt ou tard, la curiosité des hommes les mènerait à sa porte. Elle l'avait toujours su, et elle s'y était préparée avec le soin minutieux qu'elle apportait à tous ses travaux. Le matin du 19 décembre, le maire partit vers la masure isolée, accompagné du garde champêtre, un homme corpulent nommé Rousseau, qui avait pour principal talent de bien manger et de mal penser. Le froid était mordant, le ciel d'un gris plomb qui semblait peser sur les toits de tuiles. Les traces de pas craquaient dans le givre qui recouvrait le sentier. La maison de la mère Gaspard se dressait devant eux, sinistre dans la lumière blafarde du matin hivernal. Les volets fermés donnaient l'impression qu'elle dormait, ou plutôt qu'elle était morte, une carcasse vide, habitée seulement par les rats et les mauvais esprits. De la cheminée s'échappait une fumée épaisse, blanche, qui montait droit vers le ciel sans dévier. « Mère Gaspard !» appela le maire, frappant à la porte. « Mère Gaspard, c'est le maire, ouvrez s'il vous plaît !» Il y eut un silence. Un silence qui semblait durer une éternité, rempli seulement du sifflement du vent à travers les fissures des murs de pierre. Puis, lentement, très lentement, la porte s'ouvrit. La mère Gaspard se tenait sur le seuil, vêtue de ses habits noirs habituels, couverte de farine comme toujours. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans son apparence. Peut-être la manière dont ses yeux brillaient d'une gaieté souveraine, comme si elle connaissait une bonne blague dont elle refusait de partager le secret. « Monsieur le maire !» dit-elle, sa voix éraillée prenant une tonalité presque chaleureuse. « Quel honneur! Entrez, entrez, il fait trop froid pour rester dehors. » Le maire et le garde champêtre échangèrent un regard hésitant. Quelque chose ne tournait pas rond. Les vieilles femmes ne vous invitaient pas à entrer, généralement. Elles vous parlaient sur le seuil, l'air suspicieux, comme si vous aviez de mauvaises intentions. Mais le maire, rassemblant son courage, franchit le seuil. L'intérieur de la maison était chaud, trop chaud même. Un feu brûlait dans la cheminée, crachant des flammes qui montaient très haut, presque trop haut, comme si quelque chose d'autre que du bois brûlait dans l'âtre. L'odeur était écrasante, viande qui grille, épices exotiques, herbes séchées et quelque chose d'autre, une odeur métallique, une odeur de rouille et de sang qui fit monter une nausée à la gorge du maire. « Asseyez-vous » dit la mère Gaspard, indiquant 2 chaises bancales près d'une table de bois brut. « Non, merci » répondit le maire, essayant de garder son sang-froid. « Nous ne restons que quelques minutes. Je suis venu vous interroger concernant les 3 disparitions survenues récemment dans notre village. »« Ah oui, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « Les 3 malheureux, Julien, la jeune institutrice et le jeune Louis. Oui, c'est très triste en effet. Vous les connaissiez ?
demanda le maire, notant mentalement que la vieille femme n'avait pas hésité en les nommant. Je connaissais leurs visages, comme je connais les visages de tous les habitants du village. On vante au marché, on les voit passer. Que voulez-vous dire exactement, monsieur le maire? Le garde champêtre tout sauta nerveusement. Nous avons reçu certaines accusations selon lesquelles selon lesquelles vous pourriez être impliqué dans leur disparition. La mère Gaspard rit, un rire qui ressemblait au bruit d'une poulie rouillée. Moi, une vieille femme qui peut à peine se lever le matin, impliquée dans 3 meurtres? C'est absurde. Absurde, oui, murmura le maire. Et pourtant, on ne vous voit jamais acheter de viande. Vos tourtes contiennent pourtant une quantité considérable de viande. Comment l'expliquez-vous? La mère Gaspard se tourna vers la porte de sa cave, encastrée dans le mur de pierre. Vous voulez voir? Vous voulez vraiment savoir d'où vient ma viande? Le cœur du maire s'accéléra. C'était trop facile, bien trop facile. Oui, dit-il, montrez-nous. La vieille femme se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Un escalier sombre s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Une odeur nauséabonde remonta du sous-sol, une puanteur si épaisse qu'elle semblait presque tangible, presque solide. C'était l'odeur de la pourriture, de la décomposition, de la mort. « Mon garde-manger, dit-elle simplement. « Venez voir. » Le maire descendit l'escalier, le garde champêtre collé à ses talons, tous deux tremblants non seulement de froid, mais de terreur. Leurs yeux mirent du temps à s'adapter à l'obscurité, puis, peu à peu, des formes émergèrent des ombres. Et ce qu'ils virent les figea d'horreur. La cave était remplie de porcs. Des douzaines de porcs, vivants, entassés dans les recoins, sales, maigres, vivant dans leurs propres fanges. Dans un coin, une batterie de cages en bois contenait des lapins, des poules, des moutons maigres. C'était un marché noir, une ferme clandestine, dissimulée sous la maison. « Comprenez maintenant ?» demanda la mère Gaspard depuis le haut de l'escalier. « J'ai toujours élevé des animaux, pour gagner ma vie, pour vendre mes tourtes. Où pensiez-vous que j'obtiendrais ma viande ?» Le maire remonta l'escalier, les jambes molles, inondé de soulagement et de culpabilité à la fois. Comment avait-il pu soupçonner une chose pareille? Et pourtant quelque chose clochait. Cette explication était trop parfaite, trop pratique, trop arrangée. « Merci de nous avoir montré, dit-il enfin, essayant de retrouver un semblant de dignité. Merci pour cette clarification. C'est tout naturel. C'est tout naturel, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous pouvez partir maintenant. À moins que vous n'ayez d'autres questions? Non, non, je crois que c'est tout, bégaya le maire. Attendez, dit soudainement le garde champêtre. Il désignait du doigt une zone sombre du mur de pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une porte, une petite porte en bois massif, apparemment très vieille, renforcée de bandes de fer. Elle était fermée par un cadenas énorme, rouillé, couvert d'une patine d'âge. Ça? Oh, c'est juste un ancien puits condamné, dit la mère Gaspard rapidement, trop rapidement. Un danger, fermé depuis longtemps. Vous savez comment c'est, à la campagne. Chaque maison a ses vieilles structures oubliées. Mais le garde champêtre, qui n'était pas particulièrement intelligent mais possédait un instinct animal bien développé, avait senti le mensonge. Il s'avança vers la porte, désireux de vérifier. La mère Gaspard se plaça entre lui et le battant, soudain agile, soudain menaçante malgré son âge et sa fragilité apparente. « Non, dit-elle d'une voix plate, définitive. Vous ne regarderez pas. C'est ma propriété privée. Vous avez vu ce que vous veniez voir. Maintenant, partez. » Il y eut un moment de tension extrême. Le garde champêtre aurait pu insister, il aurait pu forcer la porte, il aurait pu chercher un mandat. Mais quelque chose dans l'attitude de la vieille femme, quelque chose dans l'atmosphère glacée de cette cave, lui conseilla de n'en rien faire. « Venez, dit le maire, prenant le garde champêtre par le bras. « Nous nous en allons. » Ils remontèrent l'escalier aussi vite que la dignité le permettait. La mère Gaspard les raccompagna à la porte sans dire un mot. En sortant, ils entendirent le cadenas de la porte secrète claquer fermement derrière eux, comme si la vieille femme s'assurait que rien ne s'échapperait jamais de ce lieu maudit. Le long du chemin du retour, le maire et le garde champêtre ne parlèrent pas.
Mais tous deux savaient qu'ils venaient de voir quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et tous deux savaient, avec une certitude glaçante, qu'il y avait une vérité terrifiante cachée derrière cette porte de bois pourri et de fer rouillé. Ce soir-là, le maire fit un rêve. Il rêva des trois disparus. Il les vit, non pas morts, mais transformés en quelque chose d'autre, quelque chose d'hybride entre l'humain et la bête. Leur regard le fixait avec une intensité insoutenable, comme s'ils essayaient de le supplier de faire quelque chose, n'importe quoi, mais c'était trop tard, c'était toujours trop tard. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur malgré le froid glacial de sa chambre, le cœur battant comme un tambour fou dans sa poitrine. Mais il ne fit rien. Il ne rapporta rien au sous-préfet. Il ne demanda pas de mandat pour enfoncer cette porte. Il raconta simplement aux gardes champêtres d'oublier ce qu'ils avaient vu, que c'était inutile, que les soupçons contre la mère Gaspard n'avaient aucun fondement. Et lentement, graduellement, le village commença à oublier ses craintes. Car il y avait quelque chose de plus puissant que la peur dans Saint-Damien-sur-Vère. Il y avait la faim. Et les tourtes de la mère Gaspard, avec leur saveur envoûtante, leur texture si tendre, leurs arômes si complexes, étaient la seule chose qui rendait la vie supportable durant cet hiver de misère extrême. Chaque jeudi, les files s'allongeaient devant son étal. Chaque jeudi, les villageois se pressaient pour acheter ses tourtes. Et chaque jeudi, la mère Gaspard les regardait manger avec un sourire de satisfaction absolue, peint sur son visage de parchemin. Noël arriva enfin. La neige couvrit le village d'un manteau blanc qui scintillait sous la lune. À la messe de minuit, le père Thomas prêcha sur le salut et la rédemption, sa voix résonnant sous les voûtes de pierre de l'église. Mais ses paroles sonnaient creux, dénuées de leur conviction habituelle. Car lui aussi avait mangé les tourtes, et lui aussi avait ressenti cette culpabilité tenace, cette honte indéfinissable, comme s'il s'était rendu coupable d'un péché si abominable qu'il ne pouvait même pas le nommer. Le jeudi suivant la Noël, la mère Gaspard ne vint pas au marché. Le jeudi suivant, toujours pas de mère Gaspard. Et pendant 2 semaines entières, le village vécut dans une sorte de manque pathétique, les ventres criant famine, les esprits tourmentés par l'absence de ces tourtes devenues aussi essentielles à la vie qu'à l'air qu'on respire. Puis, au marché de janvier 1874, elle réapparut. Elle était seule cette fois, plus frêle que jamais, voûtée encore davantage, ses yeux encore plus brillants, encore plus noirs, comme s'ils contenaient tous les secrets du monde. Et son étal débordait de tourtes. Plus de tourtes qu'il n'y en avait jamais eu. Une véritable montagne de pâtes dorées et croustillantes, exhalant un parfum si intoxiquant, si irrésistible, que les villageois oublièrent toutes leurs craintes et se précipitèrent vers le comptoir. Le jeune instituteur Jean Morel, qui avait osé prononcer les accusations les plus directes, fut l'un des premiers à acheter. Il rentra chez lui avec 2 tourtes et un sentiment de culpabilité profonde en mordant dans la croûte dorée. Au bout d'1 semaine, il avait fini les 2 tourtes et était revenu en acheter d'autres. Au bout d'1 mois, toute trace de suspicion avait disparu de son esprit. Tout ce qu'il restait, c'était un désir lancinant, obsessif, pour ces tourtes maudites. Et ainsi, lentement, inexorablement, Saint-Damien-sur-Vère retourna à l'oubli. Les 3 disparus devinrent des fantômes, des légendes, des histoires qu'on racontait aux enfants pour les effrayer. Peu à peu, même les familles qui avaient perdu des proches commencèrent à douter de la réalité de ces événements. Avaient-elles vraiment disparu? Ou s'étaient-elles simplement enfuies, parties chercher fortune ailleurs? La misère de l'hiver 1873-1874 s'estompa, laissant la place au printemps. Les récoltes de l'année furent bonnes, très bonnes même. Le village commença à prospérer de nouveau, mais la mère Gaspard continua à vendre ses tourtes. Et les villageois continuèrent à les acheter, semaine après semaine, année après année, incapables de résister, incapables de se demander vraiment d'où venait cette viande si tendre, si savoureuse, si délicieuse, qu'elle semblait capable de satisfaire une faim qui n'était pas seulement physique. Parfois, tard la nuit,
Certains villageois rapportaient avoir vu la mère Gaspard tirant sa charrette sur les chemins forestiers qui menaient au village voisin. Et parfois, on entendait parler d'une disparition par-ci, d'une personne qui s'était simplement évanouie par là, dans un village à 5 lieues de distance. Mais la mère Gaspard, elle, restait à Saint-Damien-sur-Vère. Elle vivait dans sa masure, elle vendait ses tourtes, et elle attendait. Elle attendait patiemment que chaque génération arrive à son tour, empoisonnée par la faim et la pauvreté, prête à accepter n'importe quel prix pour un repas qui satisferait son ventre affamé. Elle attendait pas, mais les années passèrent. 1880, 1890, 1900. Une nouvelle guerre vint ensuite dévaster l'Europe entre 1914 et 1918. La Grande Guerre, le massacre industriel, les millions de morts dans les tranchées. Saint-Damien-sur-Vère envoya ses fils combattre dans la Somme, à Verdun, dans les champs de boue et de sang, où l'humanité se suicidait dans des proportions jamais vues. Et pendant tout ce temps, la mère Gaspard continuait à vendre ses tourtes. Elle ne vieillissait pas, ou plutôt, elle vieillissait avec une lenteur contre nature, comme si le temps lui-même l'avait oubliée, ou peut-être craignait de la toucher. En 1920, elle semblait avoir le même âge qu'en 1873. Les villageois qui avaient connu leurs grands-parents parlant d'elle dans les mêmes termes commencèrent à se poser des questions. Mais ces questions mouraient rapidement, étouffées par la faim, par l'habitude, par cette terreur sourde de savoir ce qu'on refusait de savoir. Car au fond, tout le monde savait, tout le monde avait toujours su. Mais personne ne voulait l'admettre, parce qu'admettre signifiait renoncer aux tourtes. Et renoncer aux tourtes signifiait affronter la vérité de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient mangé, de ce à quoi ils avaient participé. Et ainsi, l'horreur du siècle passé se prolongeait, immuable, éternelle, affamée. Et dans la masure au bout de la ruelle, derrière la porte scellée de la cave, on pouvait entendre, si on tendait l'oreille, si on osait écouter, un bruit léger, rythmique, obsédant. Le bruit d'un couteau sur une planche à découper, le bruit de la viande qu'on prépare. Le bruit de l'horreur qui continue, siècle après siècle, se nourrissant de notre silence complice. Fin Saint-Damien-sur-Vère, France, 1850, 1899 et au-delà.